Alors, on peut comprendre une politique de sanctions, mais encore s'agit-il de mettre en œuvre des sanctions qui soient plausibles et qui soient réalistes et qui ne soient pas suicidaires. Or, les sanctions telles qu'elles ont été décidées ne bénéficient qu'à des acteurs non européens, c'est-à-dire les Européens sont le dindon de la farce, c'est ce que j'exprime dans mon livre La mondialisation dangereuse, puisque on aurait pu concevoir, comme l'a voulu le Japon avec des exceptions, comme le fait l'Autriche avec des exceptions, ou la Hongrie, on aurait pu concevoir des sanctions qui excluent du champ des sanctions le gaz qui permettait à l'Europe d'avoir une valeur ajoutée et un avantage de compétitivité. Or, aujourd'hui, ces sanctions, en incluant les énergies, font le jeu des entreprises de gaz et de pétrole américaines et pas uniquement de schiste, et d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, qui ne sont pas non plus un exemple de démocratie, ou le Qatar, qui est quand même le financier international de l'islamisme radical. On voit bien qu'on est passé d'une dépendance à un gaz méchant, le gaz russe, à d'autres gaz aussi méchants. Si on prend une dichotomie un peu moraliste, du point de vue du registre moral, il n'y a pas de cohérence. S'il y avait une cohérence, au nom du moralisme, on n'importerait des énergies que de pays très vertueux, qui pratiquent nos normes. Or, ce n'est pas le cas, puisque l'Azerbaïdjan et le Qatar sont des pays extrêmement dangereux, au moins aussi dangereux que la Russie, du point de vue de tout ce qu'ils ont entraîné. Il y a aujourd'hui une purification ethnique des Arméniens du Karabakh et une volonté azérie maintenant de s'en prendre à l'Arménie elle-même, et pas uniquement au Karabakh. Et quant au Qatar, ce pays n'a jamais rompu avec les mouvements terroristes, il a fait l'intermédiaire avec les Américains pour les talibans, pour respectabiliser les talibans, et on connaît le rôle du Qatar pour le financement de djihadistes en Syrie et des frères musulmans en général. Donc on voit bien, le problème de l'Occident, c'est un manque de cohérence et un moralisme à géométrie variable qui cache souvent des intérêts cyniques, et j'en viens à la conclusion de cette question. En fait, les Américains sont dans leur rôle, c'est très intelligent de leur part d'avoir réussi à couper définitivement tout lien entre l'Allemagne et la Russie, et ce n'est pas un détail. Tous les grands stratèges anglo-saxons depuis 2 siècles craignent comme menace absolue pour leur hégémonie une alliance entre l'Allemagne et la Russie, et depuis au moins un siècle, ces mêmes anglo-saxons, américains et anglais, craignent qu'il y ait une union entre l'Allemagne et la Russie par l'énergie. Et donc on voit bien que Nord Stream 1, Nord Stream 2, dont il y a assez peu de doute que ça soit une entreprise, sinon américaine, en tout cas occidentale, on voit bien que le but de cette guerre qui est une faute, qui est une erreur de la part des Russes, bien sûr, mais qui a été provoquée et largement permise, voire souhaitée par les stratèges américains et anglais, a consisté en fait, le but réel, géoéconomique, c'était couper géoéconomique et géostratégique, couper tout lien entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, ce lien qui passait par l'axe Berlin-Moscou. Ce lien est totalement rompu, donc on peut presque dire qu'aujourd'hui les Américains pourraient presque commencer à négocier, d'ailleurs c'est ce qui se fait un peu en sous-main, parce que l'objectif a été atteint. Empêcher l'Europe d'être compétitive, la ruiner, provoquer une inflation durable qui ne sera pas le même cas aux États-Unis. Des entreprises allemandes et européennes commencent déjà à délocaliser aux États-Unis puisque le gaz y est 3 fois moins cher. Et donc le grand paradoxe, c'est que l'Europe s'est interdite la production de gaz de schiste sur son sol, mais elle en importe des États-Unis 3 fois plus cher. C'est assez extraordinaire. On pourrait parler aussi des terres rares. On s'est empêché de développer les terres rares et on est ultra dépendant des Chinois. Et pour revenir aux Russes, un grand spécialiste de la cybersécurité, qui est un ancien agent français de renseignement, me disait le nom de 2 entreprises russes qui fabriquent, tenez-vous bien, cette information vient de quelqu'un d'extrêmement compétent, dont c'est le rôle, et il a même fait des opérations aussi d'enseignement et de reconnaissance dans des universités scientifiques russes. Il y a 2 sociétés russes qui produisent des microprocesseurs, des semi-conducteurs supérieurs à 9 nanos. Ça veut dire que au-delà de 9 nanos, si on n'est pas en dessous mais au-dessus, les Russes savent les produire. Donc on voit bien qu'il y a une désinformation occidentale qui nous font croire que les sanctions obligent les Russes à piller des frigidaires pour avoir des semi-conducteurs. C'est faux. Les Russes non seulement en produisent,
et même ceux qui sont un peu plus en dessous de 9 nanos, ils les importent de manière... Certes, la Chine ne va jamais l'avouer, mais la Chine fournit tout ce qu'il faut aux Russes. Les Indiens nous vendent du pétrole russe raffiné qui n'est plus marqué russe, mais qui est russe quand même. Les Turcs font pareil, et tous les pays du monde, en dehors de l'Occident, en gros du G7, tous les pays du monde contournent les sanctions, s'en fichent ou les dénoncent. On voit bien que l'Occident, dont Samuel Huntington fixait le nombre à 12% de l'humanité, l'Occident est seul dans cette politique de sanctions. Encore une fois, je ne veux pas dire que les Russes sont des victimes et qu'il ne faudrait pas les sanctionner pour leur faire plaisir, c'est pas ça. Mais encore faudrait-il que les sanctions ne soient pas des auto-sanctions. Là, on a affaire à des sanctions qui sont des auto-sanctions, qui profitent premièrement, je conclurai là-dessus, à l'acteur américain, qui nous vend ses armes au nom de l'extension de l'OTAN et son gaz de schiste, au nom du fait que le gaz russe n'est pas moral. Et bien sûr, tout cela au détriment de l'écologie. Hein. Alors là, c'est absolument clair. Deuxième bénéficiaire, la Chine, qui joue sur les deux tableaux, qui continue à rendre les Occidentaux dépendants, parce qu'on n'a pas encore relocalisé, même pas un millième de ce qu'on devrait le relocaliser. On est encore ultra dépendant de leurs terres rares, de leurs biens de consommation et de tout, pratiquement dans tous les domaines. Ça n'a pas changé depuis le Covid, on n'a pas tiré les leçons. Et cela profite aussi aux Indiens et aux Turcs. Donc on voit bien, c'est le monde multipolaire qui bénéficie de ces sanctions. Et le dindon de la farce, la brave Europe de l'Ouest, qui est la seule finalement à appliquer des normativités et un moralisme dont elle seule est dupe, eh bien, elle est auto-sanctionnée parce que le reste du monde se contrefiche des normes, à commencer par les Américains qui produisent ces normes de compliance, de mélange entre extraterritorialité, moralisme, loi internationale, etc., bien et mal. Eh bien, on voit bien que même l'Amérique elle-même s'en contrefiche, puisque quand ça l'arrange, elle négocie avec les pires dictateurs et les pires coquins de la planète. Donc on voit bien que c'est peut-être tout à son honneur, mais l'Europe est la seule à respecter les normes et le droit international et la morale qu'elle mélange avec la politique. Or, la morale ne doit pas être mélangée à la politique, et encore moins à la géopolitique. C'est ce que dit Henry Kissinger. Je pense que l'Europe le comprendra pas encore tout de suite, à ses dépens, mais pour l'instant, on peut dire que la réelle politique règne dans le monde entier, sauf dans cet îlot, j'allais dire un mot un peu moqueur, mais Bisounoursland, ce Bisounoursland de l'ouest de l'Europe est le seul endroit au monde où les intérêts nationaux, où la réelle politique et même le bien commun ont été littéralement démonétisés et discrédités au profit d'un internationalisme moralisateur qui en fait bénéficie aux coquins et à tous ceux qui n'y croient pas, mais surtout pas à l'acteur européen qui est le seul à y croire et en appliquer les normes. Tout d'abord, le pivot, si on peut dire, eurasiatique de la Russie ne date pas de la guerre en Ukraine. C'est une stratégie de longue haleine, de long terme, poursuivie par le Kremlin depuis le milieu des années 2000. Ça a été initié déjà depuis assez longtemps. Ça s'est renforcé en 2014 à la suite des sanctions occidentales assez drastiques qui ont été décidées suite à l'invasion de la Crimée, territoire de l'Ukraine annexé à la Russie, et bien sûr ça s'est accentué à la faveur de la guerre en Ukraine et là c'est plus que des sanctions, c'est des méga sanctions qui ont eu pour but d'essayer de faire s'effondrer l'économie russe et déstabiliser le pays afin de provoquer un regime change, un changement de régime. Et l'histoire nous montre que les sanctions n'ont pratiquement aucun effet sur les régimes et en général renforcent même les dirigeants en place et ne sanctionnent que les braves gens. Ça, c'est une donnée claire. Mais pour revenir au pivot eurasiatique, il est certain que ces sanctions ont obligé la Russie à aller plus loin dans une stratégie eurasiatique qui était déjà décidée. Mais au départ, Vladimir Poutine, c'est un petit peu sa marque de fabrique, il voulait à la fois que la Russie soit eurasienne et renforce sa profondeur stratégique en Eurasie, donc y compris jusqu'à la Chine, mais il voulait en même temps une stratégie européenne et occidentale. L'Europe n'ayant jamais voulu de lui, l'Occident et l'Alliance Atlantique ayant jamais tenu compte des préoccupations
sécuritaire et stratégique de la Russie. On en est arrivé à la guerre en Ukraine qui a, non, je ne dis pas ça pour excuser la Russie, mais qui a des causes profondes qui ne sont pas que la folie du dirigeant du Kremlin. Et bien entendu, tout ce qui s'est passé depuis les années 2005 à peu près, la première révolution, enfin 2004-2005, la première révolution orange en Ukraine, l'extension de l'OTAN, la porte ouverte de l'OTAN à la Géorgie et à l'Ukraine, ensuite l'armement et l'équipement intensif de l'armée ukrainienne par les États-Unis, les Anglais, les Canadiens et les pays de l'Alliance Atlantique, et ensuite on connaît la suite des opérations, les conséquences des sanctions sur la guerre, sur l'annexion de la Crimée, qui ont permis à la Russie de diversifier son économie et de développer des secteurs qu'elle n'avait pas développés avant, c'est-à-dire l'effet inverse à celui que l'on cherchait, et ensuite l'inefficacité des sanctions depuis 2022 qui ont conduit la Russie tout simplement à accélérer aussi, et je conclurai là-dessus, accélérer cette démarche, ce processus de multipolarisation. On profite d'une catastrophe, parce que ça fait quand même mal, les sanctions font mal à l'économie russe, et elles vont faire de plus en plus mal, car les effets sont à retardement, mais ceci a accentué la volonté des BRICS, sous égide de la Russie, mais pas que, mais aussi de la Chine, qui a un contentieux très fort envers les États-Unis, parce que pour la Chine, les États-Unis se trouvent dans une zone qui n'est pas la leur, celle de l'Indo-Pacifique, et donc tout cela concourt à accélérer les phénomènes que sont les BRICS. On a vu l'adhésion de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis aux BRICS. On a vu aussi les déclarations de Lula, le président brésilien, qui n'est pas plus anti-russe que son prédécesseur, voire même encore plus pro-russe que son prédécesseur, et qui demande officiellement à ce que l'on remplace le dollar par d'autres monnaies pour les échanges internationaux. Donc tout cela, c'est la multipolarisation, le monde multipolaire, qui, au lieu d'être freiné, ne va être que accentué par les sanctions. Les sanctions vont en fait provoquer l'effet exactement contraire à celui recherché, et je pense même qu'à long terme, c'est dangereux pour les États-Unis, puisque ces sanctions qui vont faire peur à tous les pays du monde qui craignent le dollar n'est plus une monnaie en laquelle on a confiance. Avec les sanctions extraterritoriales, le dollar et même l'euro riment avec monnaie par lesquelles on peut faire des sanctions. Normalement, une monnaie, elle est basée sur la confiance. Si une monnaie est associée à des sanctions, vous imaginez que la dédollarisation va s'accélérer, et tout ça, ce sont les résultats d'une guerre économique et de sanctions massives qui, comme d'habitude, comme on l'a vu avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec Cuba, ne vont jamais faire tomber un régime et ont même plutôt tendance à le renforcer. Donc voilà, je pense qu'il faut distinguer entre l'Europe et les États-Unis, ou plutôt, encore une distinction plus subtile qui plaît beaucoup aux stratèges et aux gens du renseignement, entre la vieille Europe, d'une part, et le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon avec les Five Eyes, qui est l'union des 5 pays anglo-saxons dans le renseignement et la stratégie au niveau international, c'est le véritable maître du monde. Il faut comprendre que le monde, aujourd'hui, il est géré par l'Empire américain et plus largement l'Empire anglo-saxon. 5 pays anglo-saxons qui partagent tout, qui pillent les données du monde entier avec la NSA, qui se partagent le renseignement et qui allient le renseignement militaire et stratégique avec le renseignement économique et la guerre économique. Economical warfare, dont parlait beaucoup le stratège Edouard Luttwak. Et ça, c'est assez efficace. C'est un monde intégré où l'entreprise, le cinéma, Hollywood, travaille avec le renseignement, la NSA, espionne le monde, le soft power mélangé avec la politique de puissance, tout ce que ne fait pas l'Europe. L'Europe, elle produit des films en général dépressifs, avec une vision horrible de soi-même. Les Américains développent un soft power qui justifie la domination du monde par les États-Unis. Donc on ne peut pas du tout mettre dans le même sac tous les pays occidentaux. L'Europe, encore une fois, est en déclin, elle est en train de se suicider et elle se saborde économiquement. Elle n'a pas de politique géoéconomique et ce n'est pas uniquement une opinion d'un souverainiste. Il suffit d'analyser ce qui, depuis l'affaire De Havilland, se produit en Europe. Depuis l'affaire De Havilland, en allant jusqu'à Alstom et de nombreuses opérations, on a vu très souvent les normes européennes, de l'Union européenne, sanctionner des entreprises européennes qui étaient accusées de faire une sorte de conglomérat qui nuisait à la concurrence, et donc l'Europe a parfois sanctionné des grandes entreprises européennes
pour le profit d'entreprises américaines ou non européennes qui risquaient d'être lésées par des consortiums qu'on était en train de constituer. C'est assez extraordinaire. La seule entité au monde qui fait des lois pour se saborder elle-même, c'est l'Europe. On n'a jamais vu une entreprise américaine en train de créer un grand consortium avec d'autres entreprises sanctionnées par l'Amérique pour profiter d'une entreprise européenne. Donc on voit bien que dans la guerre économique, il n'y a pas d'Occident, il y a une guerre à l'intérieur de l'Occident entre l'Occident anglo-saxon d'une part et l'Occident ouest-européen de l'autre, qui est dominé par le premier, mais qui a encore quelques intérêts, mais qui ne peut pas défendre, puisque nos élites, globalement, sont soumises à cet empire mondial que j'appelle Macworld, ou l'empire anglo-saxon. Donc voilà, l'Europe a quand même des beaux atouts. On voit avec Airbus, l'Europe est capable de tenir tête aux États-Unis dans maintes domaines, mais il y a une dérive depuis quelque temps, c'est l'application en Europe du droit américain. Par exemple, on l'a vu pour l'histoire d'aérospatiale, de l'ex-ADS, Airbus, on a vu pour de nombreuses entreprises européennes, de plus en plus, la jurisprudence américaine, qui n'est pas du tout la même loi que la loi européenne, qui procède par l'autodénonciation, finit par contaminer le droit européen, et de plus en plus, la technique des Américains pour faire du pillage et de la guerre économique avec des lois extraterritoriales commence à contaminer l'Europe, qui non seulement ne lutte pas contre les lois extraterritoriales américaines, donc c'est des lois américaines à portée internationale qui permettent d'infliger des amendes énormes à des grandes entreprises françaises. L'Europe n'a absolument pas réagi à cela. L'Europe n'a aucune contre-attaque, n'a aucune contre-offensive. Donc on voit bien que l'Occident n'existe pas finalement. L'Occident aujourd'hui est composé de deux grandes entités, on pourrait dire trois avec l'Australie, mais deux grandes entités. L'Amérique du Nord, qui livre en fait une guerre économique permanente, en plus de l'espionnage et de l'ingérence, contre l'Europe de l'Ouest, sans parler de l'extension de l'OTAN. Et là, on peut dire que Poutine, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais ceux qui pensent qu'il est un grand stratège, il n'a pas été un si grand stratège que cela, puisque finalement, l'invasion de l'Ukraine qu'il aurait pu faire facilement en 2016, et les durs le lui demandaient, il l'a livré beaucoup trop tard, à un moment où non seulement la guerre était beaucoup plus difficile à gagner, mais en plus à un moment où, comme la guerre était beaucoup plus difficile à gagner et l'ennemi beaucoup plus armé, eh bien, ça n'allait que produire une extension de l'OTAN. Et maintenant, la mer Baltique est presque devenue un lac atlantique. C'est une catastrophe pour la Russie, une catastrophe absolue. Donc on voit bien que l'Amérique n'est pas du tout en déclin. L'Amérique est en extension, peut-être qu'elle perd dans le monde non occidental, mais dans son cœur d'action, la partie la plus riche, la plus prospère et la plus proche d'elle, dans l'Eurasie et l'Europe, c'est une victoire extraordinaire pour l'Empire américain qui étend son bras armé, l'OTAN. Je conclurai en disant que l'OTAN, d'ailleurs, ce n'est plus l'OTAN que l'on a connu. Ce n'est plus l'OTAN uniquement tournée contre la Russie, même si c'est essentiellement ça, et aussi contre les Chinois. Aujourd'hui, depuis les différentes mises à jour des stratégies de l'OTAN, on a affaire à un OTAN global. De plus en plus, l'OTAN veut presque remplacer l'ONU et ses casques bleus. L'OTAN agit comme un gendarme du monde au service de l'Empire américain. Et c'est une dérive grave, parce que ça veut dire que l'OTAN n'est pas une menace uniquement pour la Russie, mais même pour la Chine. Pourquoi la Chine a soutenu quand même, de manière assez intéressante, assez forte, la Russie, intéressante d'un point de vue du monde multipolaire, parce que, à tort ou à raison, la Chine pense vraiment que l'OTAN va devenir très vite une menace pour elle-même. Puisque l'OTAN n'a pas de limite comme l'Union européenne et elle s'étend indéfiniment, c'est la définition d'un empire, eh bien l'OTAN, à un moment, va être une puissance eurasiatique. Imaginez que des pays limitrophes de la Russie, je sais pas, par exemple l'Ouzbékistan, c'est impossible, mais imaginons l'Ouzbékistan qui rentre dans l'OTAN, il y a déjà du partenariat pour la paix en Eurasie et dans le Caucase, ce sera de moins en moins loin de la Chine. Donc la Chine voit l'OTAN comme quelque chose qui va également empiéter sur ses plates-bandes. Si un jour l'OTAN arrive au Kazakhstan, ce sera une menace directe contre la Chine. Peut-être à tort, mais la Chine va voir ça comme une menace. Donc l'OTAN globale ne peut être que belliciste. Moi, ma thèse, c'est que plus l'OTAN s'étend vers l'Est, plus l'Union européenne et l'Occident s'étendent vers l'Est, plus c'est la guerre. Je l'avais annoncé dans les années 90, si l'Europe ou l'Alliance Atlantique, et en général c'est les deux à la fois, l'un étant l'antichambre de l'autre, suivant comment on pense, si l'Europe et l'OTAN s'étendent, s'élargissent vers l'Est, non seulement c'est pas la paix, mais ça ne sera que la multiplication des guerres, et la guerre avec un pays qui a 6000 têtes nucléaires, 5000 en fonction, admettons, certains réduisent, mais c'est quand même pas mal, 5000 têtes nucléaires, eh bien, avoir comme voisin direct
un pays comme la Russie qui va être durablement dirigé par des faucons anti-atlantistes, ça veut dire que nous allons vers une guerre larvée ou déclarée, durable, entre nous et notre voisin russe. C'est un immense gâchis, car s'il n'y avait pas eu cette volonté atlantiste de ceinturer la Russie, de l'exclure des processus internationaux et occidentaux, il est fort probable, vous me direz c'est trop tard, mais il est fort probable qu'on aurait pu éviter cette guerre en Ukraine qui a été savamment provoquée. Certes, la Russie a fait l'erreur énorme de tomber dans le piège, mais c'est comme aux échecs, parfois il y a des positions que vous êtes obligé de jouer, même si elles sont négatives. Vous ne pouvez que jouer le piège, parce que ce n'est pas votre pion possible. Et donc la Russie est tombée dans un piège atroce. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est pas réjouissant pour l'Europe. Si encore c'était une victoire pour l'Europe, mais l'Europe est la grande perdante de cette guerre en Ukraine. Les Américains et les Anglo-Saxons ont réussi à ramener la guerre en Europe, une guerre civile intra-européenne. Et n'oublions pas quand même quelque chose de très très important à rappeler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand stratège américain George Friedman, dans une vidéo où il présentait son livre de stratégie en 2015, donc avant l'invasion de l'opération spéciale russe. Et que disait George Friedman dans cette vidéo? Il dit « La plus grande menace pour les intérêts américains n'est pas la Chine. Encore moins l'islamisme radical, dit-il, que l'on peut traiter assez facilement. La preuve, ils l'ont créé, donc ils peuvent le traiter. Mais il dit, ce monsieur qui est le président de Stratfor, une grande agence de renseignement qui conseille la CIA, donc c'est pas n'importe quoi, on appelle Stratfor l'ombre de la CIA. Et il dit, la vraie menace existentielle pour l'empire américain, car nous sommes un empire, au moins il est franc, c'est une configuration du type Alliance Allemagne-Russie, Alliance Europe occidentale, Russie. Et il dit, il faut par tous les moyens tuer dans l'œuf la moindre velléité d'union Russie-Allemagne ou d'union Europe occidentale, Russie, car, dit-il, les énergies et le territoire et la force de la Russie, alliés à la prospérité et l'intelligence européenne, ça ferait de cette entité une entité invincible qui dépasserait les États-Unis. On voit bien ici le vrai enjeu de la guerre en Ukraine. Il dépasse les pauvres Ukrainiens, que moi je respecte, ils résistent très courageusement, mais malheureusement c'est une guerre de l'Empire américain contre le vieil Empire russe, beaucoup moins évolué, beaucoup moins fort en soft power, et les Américains se battent jusqu'au dernier Ukrainien, c'est-à-dire ils font une guerre avec le sang des autres.